Bien, mes chers collègues, nous allons ouvrir cette commission. Si vous voulez bien. Nous allons ouvrir la commission, si vous voulez bien. Bien. Eh bien, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour auditionner M. Franck Esser, président-directeur général de SFR. Soyez le bienvenu, M. Esser, à la Commission des affaires économiques. Je crois pouvoir dire qu'avec 10 000 salariés, 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, SFR est le principal opérateur de communication électronique alternatif sur le marché français. SFR est bien implanté à la fois sur le segment de marché fixe et sur celui du mobile. Monsieur Esser, nous vous recevons et nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation dans le cadre d'une série d'auditions visant à apporter à l'Assemblée nationale des éléments permettant d'éclairer les débats suscités par l'entrée de Free sur le marché de la téléphonie mobile. Nous avons déjà auditionné le PDG de Free, Xavier Niel, de France Télécom, Stéphane Richard, et nous auditionnerons la semaine prochaine M. Olivier Roussat, directeur général de Bouygues Télécom, ainsi que M. Silicani, président de l'ARCEP. Avant de vous passer la parole et passer la parole à mes collègues, je voudrais vous poser quelques questions, si vous voulez bien. Avant de vérifier l'activation du réseau de Free, l'ARCEP et la NFR ont été mandatés par le ministre Éric Besson pour réaliser des mesures. L'ARCEP vous a déjà reçu et va prochainement recevoir les autres opérateurs. Pensez-vous que cela va contribuer à, disons, apaiser la situation? Vous avez par ailleurs critiqué les conditions offertes par France Télécom à Free Mobile. Dans son contrat d'itinérance, faudrait-il, selon vous, que les grands paramètres de ce contrat soient rendus publics afin que l'on sache ce qu'il contient? Enfin, l'entrée de Free sur le marché mobile aura des conséquences sur le secteur en termes d'investissement et d'emploi. Faut-il notamment s'attendre à des restructurations dans votre entreprise? Et serez-vous capable de tenir votre calendrier de déploiement pour la fibre optique? Question que nous avons posée aux autres opérateurs. Monsieur le Président Directeur Général, je vous laisse immédiatement la parole et nous engagerons la discussion parce que nos collègues sont aussi intéressés par vos réponses à leurs questions. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Comme vous avez demandé, j'ai fait l'introduction très courte parce que je pense qu'il y a une contrainte de temps aussi. Mais je veux juste présenter, comme se dit, SFR aujourd'hui, c'est une société avec 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui était un start-up, si on veut, il y a 20 ans. Parce qu'on a commencé vraiment à zéro avec un objectif d'avoir 200 000 clients. Aujourd'hui, on a 20 millions de clients mobiles, on a 5 millions de clients dans les fixes, plus 150 000 clients dans les entreprises, c'est-à-dire aussi un Français sur deux maintenant ses clients chez SFR. Aussi, c'est très important, depuis le début, on a travaillé avec les partenaires en France. Aujourd'hui, on a plus que 3 000 fournisseurs et bien sûr, le plus bas, ces fournisseurs, c'est en France. Avec ça, on a 30 000 collaborateurs en direct et indirect. Si on regarde un peu les collaborateurs, on a 10 000 collaborateurs en direct chez SFR. En plus, on a 5 000 vendeurs, on a 12 000 téléconseillers et en plus que 1 200 techniciens pour l'assistance à domicile. C'est une démarche qui était très importante pour nous, aussi pour accompagner nos clients. Si on regarde SFR, un élément qui était important pour nous, SFR, même si ce n'était pas vraiment toujours dans la modernité, on a toujours dit nous sommes opérateurs réseau. Investir dans le réseau, c'est notre ADN. Et c'était toujours notre objectif de créer les premières infrastructures télécom qui sont concurrentes aux opérateurs historiques. Dans ces démarches-là, on a investi au total 15 milliards d'euros dans le réseau en France depuis le début. Juste 2010 et en 2009, on a investi chaque année 1,6 milliard d'euros
dans l'infrastructure, ça fait, si on prend ça par client, 60 € par client par an. C'est-à-dire les investissements dans les infrastructures étaient toujours très importants pour nous. C'était important aussi dans la durée. Je prends juste un exemple au moment où il y a vraiment été la crise de Vivendi, il y a 8 ans, en 9 ans, 2002. On n'a jamais lâché nos investissements, même au moment presque, Vivendi était presque en faillite. Avec ça, c'était notre objectif, c'était vraiment être le premier opérateur à lancer les 3G 2005. On a dépassé 98% de la couverture aujourd'hui de la population aujourd'hui dans la 3G. Et aussi, on était les premiers opérateurs qui a proposé à ses clients les petits boîtiers amplificateurs, les femtocell, pour encore plus améliorer la qualité. Et c'est dans le mobile. Et c'est pas fini parce que là, on a acheté vraiment les fréquences 4G pour aussi développer très rapidement le 4G parce qu'on a un vrai besoin avec tous les smartphones sur le marché, aussi sur le haut débit mobile. C'est pareil dans la fibre. On a été un investisseur déjà très très haut dans la fibre parce qu'on a déployé un réseau de transport déjà de 57 km de la fibre en toute la France. 57 000. 1000, désolé. Aussi pour exprimer suffisamment quelquefois. Même je suis 12 ans maintenant en France, quelquefois, il y a une précision à faire. 57 000 km fibre, bien sûr, déjà dans le transport. Et maintenant, la question clé pour nous, c'est le raccordement fibre des foyers. Et là, SFR a déjà investi 500 millions d'euros de fibre dans la fibre et on va continuer avec ces investissements-là. C'est très important pour nous. Pourquoi? C'est vraiment le remplacement de boucles locales fibre aujourd'hui de France Télécom parce que SFR paie à France Télécom chaque année 1 milliard d'euros pour louer les réseaux boucles locales fibre. C'est vraiment aussi un incentive très fort pour nous d'investir dans la fibre. Pour nous, pour l'avenir, c'est très important d'avoir un équilibre à trouver entre une fois les tarifs, un équilibre entre la qualité réseau et l'accompagnement client, parce que même si on regarde les tarifs en France, en mobile, en fixe, je parle vraiment comme allemand aussi, il y a le tarif le plus bas en Europe, un des plus bas en Europe dans les fixes et dans les mobiles. C'était bien revu par Arthur D. Little, mais aussi par l'étude des régulateurs anglais Ofcom, qui a bien constaté les tarifs en France, en mobile, en fixe, sont un des plus bas en Europe. En plus, on a vraiment une stratégie en France, des offres tout compris, qui amène une pénétration très très forte autour de la ADSL, autour aussi la télévision sur Internet, qui avec 8 millions de clients, soit par exemple 10 fois plus mieux pénétré qu'en Allemagne. Mais c'est pareil aussi pour les mobiles avec les smartphones. Il y a une pénétration des smartphones, l'utilisation des smartphones actuelle en France 40%, par contre 20% en Italie et aussi en Allemagne. C'est-à-dire la technologie vraiment est très avancée en France contre les pays allemands et Italie. Je pense que c'est une image aussi qui est unique en France. Deuxième sujet, qualité réseau. Si on regarde les réseaux en France, je pense un des réseaux de très bonne qualité, aussi la couverture, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays en Europe qui fait une pénétration, couverture de la population plus que 98% en 3G. Et en plus, c'est un réseau de très bonne qualité. Juste SFR a ajouté 60% plus la capacité pour gérer tous les trafics et pour éviter toutes les saturations de notre réseau. Pour finir, je pense un élément qui est très important aussi, c'est l'accompagnement de nos clients. Là, on a toujours investi dans nos boutiques. On a 840 boutiques nous-mêmes. On a ajouté aussi presque 100 boutiques avec le FNAC. Pour nous, la proximité avec les clients est très importante aussi, parce que la numérique est compliquée et il y a pas mal de clients qui ne sont pas capables de maîtriser toujours un iPhone ou un smartphone. Pour eux, c'est très important d'avoir un magasin en proximité. C'est pareil pour nos techniciens qui passent au domicile, aussi au cas où il y a toujours quelqu'un qui est là dans la proximité.
C'est pour ça, dans les débats actuels, je veux bien avoir un équilibre qui ne regarde pas juste les tarifs, qui regarde aussi les investissements et la qualité des réseaux, et bien sûr, l'accompagnement des clients dans cette démarche-là. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Nous allons maintenant passer aux questions. Alors, si vous voulez bien les noter, parce que nous allons prendre l'ensemble des questions et pour répondre globalement, si vous voulez bien. Alors, Lionel Tardy pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Je serai relativement court. Tout d'abord, je souhaitais féliciter le Président de la Commission pour toutes ces auditions. Je crois que ça n'a pas été dit dans les auditions précédentes. On aura auditionné en quelques semaines Free, qui avait fait l'actualité, France Télécom Orange, SFR aujourd'hui, Bouygues la semaine prochaine et enfin l'ARCEP. Donc ça nous aura permis de faire un point complet sur le monde des télécoms. Et je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant avec tout ce qui se passe actuellement. Quelques questions rapides, Monsieur le Président. Première question sur l'arrivée de Free Mobile, qui va entraîner une reconfiguration du secteur de la téléphonie mobile en France. J'aimerais savoir comment SFR se positionne stratégiquement vis-à-vis des autres acteurs, notamment vis-à-vis des MVNO, et en particulier ceux qui sont sur votre réseau. On parle également parfois d'un rapprochement avec Bouygues Télécom, qui est l'opérateur a priori le plus fragile, au moins pour une mutualisation d'équipements. Est-ce envisagé par SFR ? Deuxième question, même s'ils n'auront pas le temps d'examiner ce qui la rendra caduque, le Sénat vient d'adopter une proposition de loi sur le déploiement du très haut débit. Quelle position avez-vous vis-à-vis de ce texte et les principes qui y sont énoncés? Troisième question, pourquoi avoir acheté deux lots de fréquences 4G? Quelles sont vos ambitions dans le secteur? Pensez-vous avoir les moyens de les financer? Et enfin, une dernière question. Le ministre chargé de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique, Éric Besson, a c'est un groupe de travail sur la couverture mobile du territoire auquel j'appartiens, puisque vous avez dit que 98% de la couverture territoriale est assurée par SFR au niveau de la téléphonie mobile. On a malgré tout ces 2% qui nous posent problème, notamment dans les régions de montagne auxquelles j'appartiens. Donc ce groupe de travail, je me félicite là aussi que des parlementaires en fassent partie aux côtés des représentants des collectivités locales, des opérateurs télécoms, de l'ARCEP et des différentes administrations. Un rapport d'avancement doit être rendu d'ici le 16 avril 2012, mais là aussi, plus tôt on aura des informations, plus on sera satisfait pour pouvoir renseigner nos administrés. Merci. Merci, mon cher collègue. François Brottes pour le groupe SRC. Oui, Monsieur le Président, je ne poserai pas de questions sur Free parce que je pense que d'autres le feront à ma place. Je voudrais profiter de votre capacité à avoir une vision internationale de fait. Pour que vous évoquiez devant nous la manière dont vous pensez de façon prospective l'évolution du secteur. Je m'explique, on a fait le choix ici de la concurrence par les infrastructures qui aujourd'hui est un peu fragilisée de ce qu'on ressent compte tenu des modes de concurrence qui s'organisent où effectivement on peut avoir la tentation de considérer que ceux qui n'investissent pas gagnent plus d'argent que ceux qui investissent sur le dos de ceux qui investissent. Bon, c'est une vision des choses, hein. C'est pas sûr que ça soit une affirmation, mais ça peut poser un problème, c'est-à-dire que c'est un cercle qui n'est pas forcément vertueux et qui a sa limite. Voilà. Donc déjà, quel regard portez-vous sur ce mécanisme-là et comment est-ce que dans d'autres pays d'Europe, les choses s'organisent dans ce lien entre le service et l'infrastructure? Concernant l'infrastructure, en gros, on a trois choix quand on est opérateur de téléphonie. On a le réseau hertzien, 3G, 4G, 5G, 6G, je ne sais pas jusqu'où on va, mais enfin j'imagine que les technologies vont évoluer, le satellite et la fibre, enfin, ou les tuyaux. Bon. Comment procédez-vous aux arbitrages? Parce que quand on voit à quel niveau monte l'acquisition des licences pour utiliser le réseau hertzien, on peut imaginer que vous avez tendance à vous dire, moins on utilisera ces fréquences-là et plus on aura d'autres solutions, mieux on se portera. Hypothèse, hein, hypothèse. Est-ce que le satellite, autre réseau hertzien qui, à mon avis, ne coûte pas en licence, mais coûte en prestation de service, est quelque chose qui a du sens pour l'avenir, ou est-ce que ça restera réservé aux experts professionnels, correspondants de guerre et autres chefs d'État, parce que c'est un sujet, cette couverture-là. Et sur la fibre,
Que pensez-vous quand même de cette idée que tous les uns et les autres vous tirez des fibres en parallèle sur les mêmes trottoirs? Alors certes, celles que vous tirez vous ne vous les louez pas à vous-même, donc une fois que vous avez investi, elles s'amortissent tranquillement, mais on peut penser que ce sont des kilomètres de cohabitation de fibres qui empêchent un déploiement plus grand d'un réseau de fibres sur l'ensemble du territoire. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Jean-Dionys Séjour pour le groupe Nouveau Centre. Oui, Monsieur le Président. Deux questions. La première, c'est on vous a entendu, Monsieur le Président, y compris dans un entretien au Monde, avoir des propos très, très durs sur l'accord entre Orange et Free. Je vous cite. J'ai été frappé par la stratégie d'Orange qui, en signant l'accord d'itinérance, a permis à Free de sortir des forfaits si peu chers. Nous avons toujours dit que nous ne signerions jamais un accord pareil. Alors, en quoi cet accord est scandaleux, en tout cas contestable. Visiblement, vous n'avez pas été avec le dos de la cuillère. Et aujourd'hui, est-ce que vous considérez que les engagements pris par Free devant l'ARCEP sont tenus, les fameux 27%? Donc où est-ce qu'on en est dans cette polémique qui agite visiblement le monde des télécoms? Et puis, plus largement, je reprendrai une question de mon collègue Lionel Tardy. Il a juste évoqué cette question, mais globalement, si encore une fois on lit un peu la presse professionnelle, on estime que les 3 opérateurs de réseau principaux vont perdre en année pleine 8 milliards de revenus sur un marché qui était évalué à 32 milliards. Est-ce que vous confirmez les ordres de grandeur avec l'arrivée de Free? Et si oui, quel est votre plan pour vous adapter à cette perte de revenus? Vous nous avez fait une introduction très, très directe et très rapide, mais est-ce que vous pourriez quand même nous en dire un peu plus quand même, puisque c'est quand même... Et puis, toujours dans le prolongement de ce qu'avait dit Lionel Tardy, la presse professionnelle donc parle d'un rapprochement entre SFR et Bouygues, les analystes n'écartent pas le fait que Bouygues puisse sortir du secteur des télécoms. Qu'en pensez-vous? Quelle pourrait être la nature de cet accord entre vous et Bouygues? Est-ce que c'est uniquement un partage d'infrastructures passives ou est-ce que c'est quelque chose de plus significatif au niveau capitalistique? Mes chers collègues, alors nous allons passer aux questions. Corinne Arel. Merci, Monsieur le Président. Je reviendrai moi-même également sur ce que vous avez dit suite au buzz médiatique, suite au lancement de l'offre Free Mobile, concernant donc la nature même du contrat d'itinérance. Puisque Xavier Niel, quand il est venu ici, a dit qu'il avait consulté l'ensemble des opérateurs. Vous avez dit, ça a été dit tout à l'heure, que vous n'auriez pas signé un contrat pareil. Donc, est-ce qu'il est possible de savoir si vous êtes entré ou pas en négociation avec Free Mobile à l'époque et quels ont été, auquel cas, les points d'achoppement? Est-ce que c'était une question plus stratégique, d'impact par exemple sur la qualité du réseau ou tout simplement de prix, pardon. Donc on l'a dit également tout à l'heure, donc des mesures qui ont une analyse différente. Vous avez procédé à un certain nombre de mesures dont vous avez porté la connaissance auprès de l'ARCEP. L'ARCEP est en train de faire également un nouvel audit et donc on voit bien qu'il y a une différence d'appréciation au niveau de ce que l'on appelle donc le taux de couverture. Alors moi je voudrais, pour essayer d'un peu mieux comprendre, est-ce que c'est un problème pour vous qui relève plus de l'interprétation? Je m'explique. Par exemple, est-ce qu'il est possible, selon vous,
que Free, par exemple, aurait pu allumer, puis paramétrer en fait son réseau, de telle sorte que les mobiles ne cherchent que peu fréquemment leur réseau nominal, ou bien de sorte que les antennes soient certes allumées, mais peu visibles. C'est-à-dire qu'ils sont dans une démarche qui est légale, mais avec un focus particulier peut-être sur le paramétrage du réseau, qui peut se faire, si j'ai bien compris, par un opérateur à intervalles réguliers, qui va de quelques minutes à quelques heures. Est-ce que le problème peut, selon vous, se situer à ce niveau-là? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il faudrait que, puisqu'on va auditionner l'ARCEP la semaine prochaine, nous également, est-ce que ce serait, selon vous, un point que l'ARCEP devrait regarder de façon plus précise? J'aimerais bien que vous rentriez un petit peu dans le détail sur ce point-là, et juste extrêmement rapidement, parce que c'est un sujet également important, est-ce que vous pourriez détailler, selon vous, j'ai vu un certain nombre d'écrits, notamment sur les possibles impacts sur la filière en général. Comment est-ce que vous l'estimez? Si l'offre de Free Mobile perdure et continue à gagner un nombre de clients conséquent, puisqu'on parle à l'heure actuelle de 1,5 million, je crois, de clients, quel est, selon vous, l'impact à court et moyen terme sur la filière, sur à la fois votre entreprise, mais comme vous êtes également président de la FFT, de façon un petit peu plus générale? Voilà, merci. Merci Alfred Rassipayog. Oui, Monsieur le Président, quelques questions très simples. Où en êtes-vous dans la simplification des contrats? Bon, je pense que Free vous invite à la faire, cette simplification. Où en êtes-vous aussi en matière de maintenance? Parce que, comme le disait tout à l'heure Lionel Tardy, on a des problèmes de trous dans nos circonscriptions, notamment rurales. Et on se rend compte aussi que eh bien, la couverture est de moins en moins assurée parce que vos équipements peut-être ne sont pas suffisamment maintenus ou quelquefois sont en stand-by pendant assez longtemps sans d'ailleurs que les clients soient informés. Qu'en est-il du très haut débit et de votre initiative, vous SFR, en direction des territoires, parce que je crois que dans ce domaine aussi, il serait utile qu'une entreprise comme la vôtre eh bien, essaie de nous accompagner dans l'aménagement des territoires, sans simplement s'en remettre à l'initiative publique ou au joint venture entre les uns et les autres. Dernièrement, pour poursuivre et pour aller plus loin dans la question de Corinne Erel, est-ce qu'effectivement il y a des programmations qui existent ou qui sont possibles, des terminaux que vous commercialisez, des programmations qui seraient un petit peu possibles et bizarroïdes de ces terminaux par les différents opérateurs, vous comme les autres d'ailleurs? Merci, Monsieur le Président. Merci Michel Lefebvre. Vous auriez perdu environ 2% de vos abonnés suite aux nouveautés marketing offertes par Free, environ 312 000 personnes. Depuis, la stratégie de SFR semble la même que ses anciens principaux concurrents, Orange et Bouygues, baisser sensiblement les tarifs de certaines offres de manière à les rendre plus attractives et justifier dans le même temps des prix demeurant plus élevés que ceux proposés par la société de M. Niel, par un réseau d'une qualité supérieure et un service client plus complet. Je m'interroge donc sur 2 points. D'abord, pourquoi ne pas avoir pratiqué cette baisse des tarifs plus tôt, sachant que vous étiez au courant de l'offensive prévue par Free? De plus, qu'est-ce qui concrètement vous empêche de vous aligner sur les prix low cost du nouvel opérateur? Deuxièmement, la réaction de votre entreprise que je viens d'évoquer ressemble davantage à une stratégie de court terme lorsque les problèmes de lancement que connaît actuellement Free, délai de réception des cartes SIM par exemple, seront résolus. Comment comptez-vous justifier votre différence tarifaire? Enfin, quelle est la stratégie à long terme de SFR, notamment pour le très haut débit numérique? Merci Philippe Armand-Martin. Oui, merci Président. Monsieur le Président directeur, 50% de la population n'a pas accès aujourd'hui aux offres. Plus fort? Vous m'entendez là?
aux offres triplet, téléphone, Internet, TV. Cela signifie que ces ménages paient des abonnements Internet plus onéreux que ceux qui peuvent bénéficier de la triple play, et ce alors qu'ils disposent de moins de prestations. En l'espèce, il y a une véritable iniquité des offres commerciales. Quelle proposition aujourd'hui SFR est en mesure de faire pour supprimer cette iniquité? Et puis début février, une alerte de sécurité émise par la Fédération France Wireless avait soulevé des questions sur l'attribution de l'adresse IP. Lorsqu'un utilisateur SFR se connecte via le service Wi-Fi public, il lui est attribué la même adresse IP que l'abonné SFR, qui partage le réseau avec sa box. Même si aujourd'hui ce cas de figure n'a jamais vraiment été rencontré, que se passerait-il en cas de mise en cause dans une affaire de justice telle qu'un avertissement de l'ADOPI ou pour des faits plus graves? Je vous remercie. Merci. Kléber Mesquida. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voulais interroger le président Esser sur une question sociétale et non pas de technologie. Vous avez, dans votre entreprise, sous votre impulsion, créé une fondation L'égalité des chances dans le cadre de la lutte contre les discriminations. Votre DRH a récemment déclaré à une presse « L'entreprise peut toujours faire mieux que la loi ». Notre entreprise, disait-elle, est volontariste sur la diversité et sur l'égalité professionnelle. Avec plus de 20 millions de clients, je crois qu'on représente bien cette diversité, également au sein de nos collaborateurs. Votre SFR va donc proposer de mettre en place le bénéfice d'un congé parental de 11 jours pour les employés homosexuels dont un conjoint a eu un enfant, tout comme le bénéficie le conjoint d'un couple hétérosexuel. Ma question, c'est où en êtes-vous des négociations et estimez-vous que l'avantage social pourra avoir le jour dans un délai rapproché? Et il me plaît à souligner que dans mon esprit, cette question, elle vient répondre en miroir à des propos détestables qui ont été tenus par un de nos collègues parlementaires sur un sujet beaucoup plus dramatique dans une période sombre de notre histoire. Et je voulais souligner l'avancée qu'avait fait votre société dans ce domaine-là. Deuxième question qui a déjà été évoquée par mes collègues, c'est est-ce qu'il y a eu des répercussions sur les entreprises eu égard à l'offre mobile de Free? C'est une question qui est relevée par beaucoup de mes collègues. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Président Esser, votre entreprise a donc en son temps répondu à l'appel à manifestation d'intention d'investissement lancé par le Commissariat général à l'investissement. Et lorsque vous avez répondu à cet appel, au même titre que d'autres opérateurs, ceci concerne le développement et le déploiement de la fibre optique à travers le territoire. L'objectif initial des entreprises est de déployer la fibre optique dans les agglomérations. Dans un second temps, vous avez conclu un accord, notamment avec Orange, pour, en quelque sorte, répartir votre action sur ce qui concerne le déploiement de la fibre optique dans les territoires peu denses, en quelque sorte en se partageant un petit peu les missions sur les territoires ruraux. Cet accord désigne que les communes, donc sur chaque commune, l'opérateur est responsable du déploiement. Vous définissez un calendrier d'action et ceci doit se faire bien sûr au bénéfice des consommateurs et normalement en partenariat avec les collectivités locales, puisque dans cet accord, vous prenez l'engagement d'être présent sur les communes couvertes au maximum 5 ans après le déploiement de la fibre. Une ou deux questions donc, qui concernent le déploiement de cette fibre et de cet accord que vous avez conclu avec Orange. Quelle solution, vous, votre entreprise SFR, vous avez envisagé pour permettre aux territoires ruraux d'avoir accès au très haut débit dans les meilleurs délais et au même titre que les agglomérations? C'est la première question. La deuxième question, quel calendrier? Donc comment vous imaginez la couverture? À quelle échéance? Quand prévoyez-vous l'arrivée de la 4G? Et enfin, une dernière question qui concerne aussi votre entreprise sur sa politique au service de l'emploi des jeunes. Votre politique en matière de ressources humaines est résolument novatrice et en avance. Et d'ailleurs, votre entreprise a reçu le label Top Employeur. Pouvez-vous nous exposer les grandes lignes donc, de cette politique de ressources humaines et notamment pour ce qui concerne la formation
par alternance et l'emploi des jeunes. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Marie-Lou Marcel. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, plusieurs questions face à l'offensive menée par Free, Monsieur le Président, dont il semble que vous ayez choisi d'investir, vous l'avez évoqué tout à l'heure, plus rapidement que prévu sur le marché de la 4G. Donc, l'un de vos concurrents, en l'occurrence Orange, a prévu d'ouvrir son réseau 4G rapidement donc à Marseille en dépensant 1 milliard d'euros pour cette opération. Un autre concurrent, Bouygues, dont a déjà choisi ces deux fournisseurs de 4G. Et aux États-Unis, la 4G a permis aux deux grands opérateurs de proposer à leurs clients des abonnements comprenant l'accès à Internet à des tarifs nettement plus avantageux. Donc cette technologie, selon Stéphane Dubreuil, qui avait été cité par le quotidien Les Échos, permet de réduire le coût de l'Internet mobile pour l'opérateur. Alors, Monsieur le Président, donc, pouvez-vous préciser, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais préciser l'investissement de SFR dans la technologie 4G? Ensuite, quelles autres mesures comptez-vous prendre, tant d'un point de vue technologique que tarifaire, pour conserver et garder vos clients? Et dernière question, quelles mesures concrètes entendez-vous prendre pour améliorer les droits des consommateurs clients, notamment pour éviter les surfacturations diverses? Merci. Michel Piron. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je rebondirai un petit peu sur les questions, observations de Monsieur Brotte. Vous avez évoqué, bien sûr, la concurrence, mais de quelle concurrence parlons-nous? La question est évoquée, donc, de la concurrence par les infrastructures. Or, avec Free, on voit bien que la question posée est notamment celle de la politique du coucou. Et de ce point de vue, donc, il me semble qu'il serait intéressant d'avoir un comparatif européen, je dis bien selon les différents pays d'Europe. Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est, en effet, de cette concurrence par les infrastructures? Deuxième type de concurrence, qui n'est pas du même ordre, c'est la concurrence par les services. Or, de quel service, là aussi, parlons-nous? Vous avez évoqué la proximité, j'aurais aimé, vous avez même évoqué des points assez précis dans ce domaine. De quel tableau comparatif dispose-t-on quand il s'agit de la concurrence sur les services, j'insiste là, Ante et Poste, et y a-t-on des tableaux comparatifs également à l'échelle européenne? Et puis enfin, ma troisième question, eh bien, tout simplement, quel est le rapport entre... Je voudrais simplement vous interroger le rapport entre les deux, c'est-à-dire la concurrence par les infrastructures et celle par les services, pour vous demander quelle est la part d'amortissement, si vous voulez, que génère l'un par rapport à l'exploitation que peut assumer l'autre. Merci. Jean-Michel Villomé. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, là, vous avez fait parvenir au régulateur des télécoms un courrier accompagné d'environ 3000 mesures faites sous contrôle d'huissier. Donc, selon les relevés, Free Mobile serait très loin de la couverture de 25% de la population par son propre réseau, exigé d'ailleurs par son cahier des charges. Alors, Monsieur le Président, comptez-vous poursuivre vos investigations et attaques donc sur le réseau de Free? Est-ce une stratégie agressive assumée par SFR? Est-ce que vous assumez cette stratégie? Est-ce également une façon de contester donc la stratégie d'Orange, qui est évoquée également par d'autres collègues, qui, en signant l'accord d'itinérance, a permis à Iliad donc de sortir des forfaits aussi peu élevés? En outre, lors des vœux de la Fédération française des opérateurs de télécom, vous avez souligné que les opérateurs avaient d'énormes investissements prévus pour la fibre optique et le 4G mobile. Vous avez évoqué, je crois, le chiffre de 100 milliards, c'est cela, hein, 100 milliards d'euros dans les 15 prochaines années. Ne pensez-vous pas que pour équiper les zones blanches, des financements publics seront quand même nécessaires? Et quel est votre avis, Monsieur le Président, donc, sur le projet de loi d'aménagement numérique territorial proposé donc, par des collègues sénateurs, hein, les collègues Mouret et Leroy, qui implique donc un ensemble de conséquences pour les opérateurs, pour vous, donc notamment un engagement contractuel à déployer des infrastructures pour soutenir le très haut débit? Je vous remercie. Merci. Daniel Fasquelle. Oui, Monsieur le Président, je suis rapporteur d'un projet de loi qui, malheureusement, n'ira pas
à son terme, mais qui comportait un certain nombre d'avancées en matière de protection du consommateur en ce qui concerne la téléphonie mobile. Et je sais qu'à ce sujet, SFR a réagi d'ailleurs très vite et a même anticipé sur la mise en œuvre de ce projet de loi, notamment en ce qui concerne la transparence et l'information et la liberté du consommateur. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur à la fois les offres avec et sans terminal, parce que certains consommateurs se plaignaient, s'agissant des offres avec terminal, de ne pas être suffisamment informés sur le coût réel du terminal. Il y a aussi un sujet très important qui est celui du renouvellement des périodes et des offres. Est-ce que l'on peut, et quelles propositions vous pouvez faire pour mieux informer le consommateur et lui laisser une réelle liberté au moment de renouveler son abonnement? Et puis en ce qui concerne la durée, on avait eu un débat 12 ou 24 mois. Moi, j'étais plutôt favorable à 24 mois, mais avec une réelle liberté du consommateur et une réelle transparence quant au renouvellement de son contrat. Mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a même des offres 36 mois, puisque un opérateur, Free pour ne pas le nommer, associe un crédit à la consommation avec l'offre de téléphonie mobile et puis bien évidemment le service qui est associé, ce qui, moi, m'inquiète, parce qu'en réalité, alors qu'on voulait plus de liberté, là, j'ai l'impression qu'on régresse et qu'on rend prisonniers les consommateurs, alors qu'on devrait plutôt aller en sens inverse, mais plutôt leur donner plus de liberté. Donc, quel regard vous portez sur ces nouvelles offres qui, à mon sens, ne vont pas dans la bonne direction? Merci. Pascal Gau. Oui, merci. L'action de Free fait grincer les dents nombre de ses concurrents dont vous êtes, mais cela ne va-t-il pas tout simplement remettre un peu de moralité, notamment dans le secteur des services aux abonnés, en termes bien sûr de tarification et puis de maintenance? Et puis tout simplement, n'avez-vous pas chacun un peu tiré à votre façon sur la corde qui craque un peu aujourd'hui? Jean-Charles Taugourdeau. Oui, merci Monsieur le Président. Ça va rejoindre un petit peu ce que vient de dire notre collègue. En fait, Monsieur le Président, l'arrivée de Free sur le marché de façon aussi fracassante, est-ce que ça vous a pas tout bonnement fait prendre conscience un petit peu que vous auriez oublié par le passé, avec vos autres collègues, de coucouner vos clients, c'est-à-dire en fait de leur faire des propositions, parce que je sais que vos services, je ne sais pas comment est organisé votre service commercial, mais je sais que votre service est capable d'appeler un abonné SFR pour lui demander s'il a dans son entourage des relations qui auraient d'autres agents sur leur, abonnés à vos concurrents. Mais dans le même temps, ce même abonné qui est régulièrement en dépassement, on ne lui propose rien, on ne lui propose pas un nouvel abonnement qui serait plus adapté à sa consommation et autres. Donc, il ne faut pas s'étonner que cet abonné-là, le jour où il voit une offre très basse, vous quitte brutalement, comme un certain nombre, puisque ça vient de tomber aussi, ont quitté vos concurrents depuis l'arrivée de Free. Frédéric Massa, pardon. Merci, Président. Donc, nous avons eu déjà l'audition de vos concurrents à cette étape, comme vous le savez, et nous les avons interrogés sur leur marge. Et effectivement, l'un d'entre eux nous a déclaré qu'il faisait 35% de marge. L'autre nous a dit que même sur des forfaits à 2 €, il faisait encore de la marge. Donc, moi, je vous demande, Monsieur le Président, quelle est votre marge? Ensuite, concernant les emplois, vous en avez parlé, mais serait-il possible d'avoir les emplois en France et les emplois à l'étranger concernant votre entreprise? La 4G, on vous en a parlé. Pouvez-vous nous donner un calendrier un peu plus précis, puisque des tweets avaient effectivement annoncé que la 4G c'était pour demain, mais demain ou demain dans quelques jours ou dans quelques semaines ou dans quelques mois. Concernant le nombre de vos clients face à l'offensive d'un opérateur, en avez-vous beaucoup perdu? Est-ce que depuis d'autres sont revenus? Et ensuite, dernière question, Monsieur le Président, concernant l'UFC Que Choisir, dernièrement, la semaine dernière, l'UFC Que Choisir a mis en demeure les opérateurs français de réviser leur offre mobile en supprimant nombre de clauses abusives et pratiques commerciales trompeuses, telles l'utilisation
du terme illimité. C'est un combat que nous menons également dans le cadre de notre travail législatif à l'Assemblée. Donc, ils ont envoyé des lettres de mise en demeure aux opérateurs, et bien sûr, vous en avez reçu une, pour leur intimer l'ordre de ne plus utiliser le terme illimité à chaque fois qu'il y a une limite volumétrique, et en les rappelant sur les clauses abusives. Alors, moi, je vous demanderai, avez-vous répondu à UFC Que Choisir, et le cas échéant, pouvez-vous nous donner votre réponse? Merci. Catherine Coutel. Merci, Président. Oui, comme mes collègues, j'avais posé à vos prédécesseurs ici la question du partage des antennes. On a encore, alors c'est pour la téléphonie mobile, on a encore des zones qui ne sont pas desservies par la téléphonie mobile, y compris pas très loin des grandes villes. Et la réponse, c'est que ces personnes ont une couverture parce qu'elles ont au moins un des opérateurs. Or, il y a des antennes. Aujourd'hui, il y a une très forte crainte des habitants face à l'installation de nouvelles antennes, et il semble qu'avance très lentement l'idée de partager l'usage des antennes par les différents opérateurs. La deuxième interrogation que j'ai, mais peut-être que il avait été un moment... Oui, deuxième question que j'ai dans ma circonscription, la construction d'une ligne LGV, la ligne SEA qui va vers Bordeaux. Or, cette ligne sera vers Toulouse et l'Espagne. Il y aura de la fibre le long de cette ligne, bien évidemment. Est-ce que les opérateurs ont l'intention soit de passer une convention avec RFF, soit de prendre des initiatives pour desservir en fibre les communes qui seront traversées par la LGV et qui auraient à ce moment-là des bénéfices aussi de cette infrastructure? Et dernière petite question, c'est une interrogation. J'avais le souvenir que les SMS vers l'étranger étaient extrêmement chers, que vous deviez tous en diminuer le coût. Je ne sais pas où on en est, je ne sais pas si ça a eu lieu. Jean Gobert. Oui, merci Monsieur le Président. Beaucoup de questions ont déjà été posées. Moi, je voulais vous reposer une question que je me pose et que j'ai posée à tous ceux qui sont venus ici. Quel est l'avenir de la fibre ? D'après vous, faut-il mettre de la fibre sur l'ensemble du territoire? Faut-il s'arrêter dans un certain nombre de lieux et passer après à ce qu'on appelle la montée en débit? Je crois que toutes ces questions nous intéressent, y compris nous les élus, parce qu'elles nous interpellent beaucoup. Deuxième question, c'est la concurrence. Elle a déjà été posée par d'autres. La concurrence entre la fibre et le satellite. Est-ce que, et c'est vrai que quand on regarde ou qu'on écoute ce que vous dites, on a le sentiment que vous-même, vous n'êtes pas complètement sûr, parce qu'en fait, vous jouez un peu sur les deux tableaux. Certains nous disent c'est la fibre. Curieusement, ce sont quand même souvent les marchands de fibres. D'autres nous disent ça peut être de la satellite. On aimerait que vous donniez votre point de vue. Est-ce qu'il y a concurrence ou complémentarité? Autre question, mais la même par rapport à la fibre. Comment la finance-t-on? Je vous rappelle, je pense que vous le savez, que jusque-là, en France, les réseaux ont financé les réseaux. Que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau, que ce soit l'assainissement, que ce soit le téléphone fixe. Ils ont été financés systématiquement, y compris le téléphone à l'époque. Les PTT faisaient des emprunts aux collectivités territoriales, mais remboursaient l'emprunt. Donc, au total, ça a été payé par le réseau. Et donc, si véritablement on décide que la fibre doit être développée partout, est-ce que vous pensez qu'on peut la payer par le réseau? C'est-à-dire par les bénéfices qui sont faits sur le réseau? Parce qu'effectivement, on sait que vous êtes intéressé par les secteurs rentables, mais les secteurs rentables sont géographiquement les plus concentrés sur les territoires, il y a tous les autres. Dernière question, c'est quelle est la nature de l'accord que vous avez avec Orange en Bretagne, et ça conduit à quelle quantité de déploiement de fibres dans un avenir à préciser? Merci. Henri Gibrayel, et nous terminerons par Jean-Louis. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais savoir, s'il vous plaît, quelles sont les conséquences sur les parts de marché, la SFR, par rapport à l'arrivée de Free. Et bien que vous soyez placé en matière de prix, est-ce que vous comptez faire une baisse sur vos tarifs? Merci. Merci. Dernier orateur inscrit, Jean-Louis Gagnère. Oui, Monsieur le Président, moi je souhaiterais compléter la question de Frédéric Massat sur les marges par rapport à la question du niveau de rémunération des dirigeants, puisque c'est devenu un standard sur les télécoms, et puis la question du reversement des dividendes. C'est pas injuste, c'est quels sont les salaires supérieurs. On ne demande pas, c'est pas nominatif,
mais quels sont les salaires supérieurs et quel est le taux de reversement des dividendes par rapport au contrat moyen. Bon, certains de vos concurrents l'ont donné spontanément, donc moi je souhaiterais que vous puissiez nous le donner. Troisième question, il a beaucoup été question de l'augmentation de la TVA et de la TVA sociale dans cette maison pendant une semaine, et nous avions déposé des amendements pour demander à ce que les télécommunications ne soient pas assujetties à l'augmentation de TVA. Amendements qui ont été rejetés. Moi, je voudrais savoir très concrètement si vous êtes capable de maintenir les prix des télécoms, voire les baisser, malgré l'augmentation de la TVA. Donc, c'est un pari ou un parti pris donc, du gouvernement sur ces questions-là. Moi, je voudrais savoir concrètement, et les Français ont besoin de savoir, si vous êtes capable de baisser les prix, comme le président de la République l'a indiqué. Et puis, dernièrement, quelle est votre position par rapport aux gendarmes du net? Est-ce que vous considérez que c'est votre rôle ou alors qu'il faut inventer d'autres solutions pour effectivement lutter contre le piratage informatique? Mes chers collègues, donc Monsieur le Président, à votre convenance, vous avez un feu nourri de questions. Oui. Qui était listé là. C'est pas dans l'ordre, bien sûr. Je vais essayer de regrouper ça un peu. Si c'est pas complet, je pense qu'on va les signaux pour compléter toutes les questions. Je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de questions autour des CG de la couverture. La couverture dans le mobile, aussi dans la fibre. Et aussi, une question qui est un peu liée, le contrat d'itinérance qui a été fait avec Orange et opérateur Free. Juste un point de principe, si on parle d'infrastructures, c'est très important à différencier entre le mobile et le fixe. Pourquoi? Si on regarde les fixes, il n'y a pas vraiment de la concurrence des infrastructures passives. Parce qu'une fois un réseau fixe est déployé, la concurrence se joue vraiment autour des services et tous les actifs autour d'un réseau. C'est un point qui est évident si on regarde vraiment les boucles locales de cuivre qui est partagée par les autres opérateurs. C'est très différent pour le mobile. Là, la concurrence se joue beaucoup autour de la couverture, autour des services des mobiles. Même pour nous, c'est toujours un enjeu d'investissement, avoir la meilleure qualité au mobile, aussi la couverture. C'est un moment aussi la concurrence qui est très importante pour incentiver les opérateurs. Et là, vous avez cité aussi les opérateurs américains, par exemple, c'est un bon exemple qui prend vraiment la 4G, la nouvelle technologie 4G, pour se différencier, aussi contre les autres concurrents. C'est-à-dire, juste par principe, il y a un enjeu d'infrastructure différent entre mobile et fixe. Pour le mobile, on a investi vraiment dans le 2G, 3G, on a dépassé les 98% dans la 3G. Et pourquoi? C'est la question, on n'a pas proposé la 3G à Free. Pour moi, Free a fait un choix stratégique, être opérateur réseau. Et être opérateur réseau, c'est investir dans le réseau. C'est un choix. Même moment, c'est un choix stratégique qui a été fait par l'opérateur. En contrepartie, nous sommes très ouverts. Si un opérateur dit « je suis opérateur virtuel », bien sûr, proposer tout le réseau, toute notre qualité réseau à cet opérateur-là, même dans le fixe. C'est-à-dire, on propose aux acteurs comme la Poste Mobile, le Crédit Mutuel, le 2G, 3G, même on va proposer le 4G, mais aussi la ADSL pour revendre ce type de service. Pourquoi on n'a pas fait ça pour Free? Comme j'ai dit, ça va être un choix stratégique, être opérateur réseau. En plus, sur la 3G, on n'a pas la surcapacité. Si on regarde le 2G, on a la capacité qui est libre. On a proposé le 2G, le système 2G aussi à Free. On a bien négocié ça. En plus, c'était aussi une obligation qui était dans la licence. On n'a pas proposé le 3G parce qu'on n'a pas la surcapacité. On a une croissance qui est énorme. Juste en 2010, on a ajouté 100% de trafic sur notre réseau. C'est-à-dire un réseau aussi très fragile. Même on a vu ça avec l'opérateur Orange qui a fait ça. Il y a eu un impact qualité réseau sur son propre réseau si on donne ça à quelqu'un d'autre.
dans cette démarche-là, ce n'était pas une question de... On ne connaît pas le contrat aussi d'Orange avec Free, itinérance, pas du tout. J'étais juste surpris pourquoi quelqu'un donne une clé à quelqu'un qui a vraiment une clé de aussi la différenciation pour un réseau et qui est très fragile, en tout cas si ce n'est pas bien maîtrisé et bien prévu aussi le trafic sur un réseau. Maintenant, avec la ASEP, qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé, c'était une question aussi principe. Encore, si quelqu'un est un opérateur réseau, vu de nous, il a l'obligation d'investir dans le réseau. Et la question maintenant qui est clé, si on a un contrat d'itinérance, si cette itinérance vraiment c'est en supplément ou en complément. C'est très différent. En complément, on dit je reste tranquille, j'ai toujours un réseau qui marche. En supplément, c'est-à-dire je fais vraiment les investissements où mes clients sont existants, à Paris, à Marseille et tout ça. Et c'est notre démarche aussi. Toujours créer un réseau aux endroits où nos clients sont existants. Et là, c'est une question qui a vu de nous un peu perturbée parce qu'on a bien vu, c'était la mesure de ASEP qui a été faite. Free a fait une couverture de 27%. Sur toute la France, c'était constaté. Mais au moment où ils ont ouvert le réseau, en janvier, on a fait aussi les mesures nous-mêmes, parce qu'on a bien vu, on veut bien regarder qu'est-ce que font aussi nos concurrents. Et on a fait, vous avez cité ça, 3 mesures. Et je cite juste le chiffre qui était là dans la semaine 3. Et c'était vraiment l'agglomérat qui a été répété comme couvert. Ce n'est pas tous les agglomérats, vraiment qui étaient répétés comme couverts par Free. Et là, on a trouvé à Paris 9% en semaine 3, même 1% la semaine après. À Nantes, 3%. À Le Havre, c'était mieux, 68%. Montpellier, 12%. Et à Caen, 21%. Et Vitre, 19%. Je répète, c'était vraiment les villes qui étaient répétées comme couverts par Free. Et là, on a dit, il y a un sujet, vu de nous, parce que là, c'est plutôt un réseau de supplément qui utilise, c'est-à-dire le client utilise Free, et pas le réseau qui est utilisé par le réseau d'Orange et pas Free. Là, on a demandé vraiment à l'ASEP une clarification. Quelle est la règle de jeu pour une obligation de l'opérateur qui prend aussi les fréquences qui sont rares? Si c'est pas le parce qu'on a payé beaucoup, par exemple, on a payé pour 10 MHz, dans le 4G, on a payé 1,2 milliard d'euros parce que c'est une ressource qui est très rare. Et je pense que c'est aussi une obligation pour quelqu'un qui a les ressources très rares, déployer un réseau pour faire un vrai service. Si on prend un peu benchmark, c'était aussi la question, qu'est-ce qui se passe aux autres pays européens? Je pense qu'il y a déjà une situation qui est assez unique en France, parce que dans une situation où le marché est mature, c'est le cas en France, il y a une entrée d'un quatrième opérateur qui n'existe pas aux autres pays européens. C'était plutôt, il y a 6-7 ans, le nouveau opérateur était mis en marche. Sinon, partage des infrastructures, il n'existe pas un contrat itinérance qui a été donné à un opérateur, nouveau opérateur sur le 3G. Le seul qui a été fait, c'est vraiment l'itinérance sur le 2G. Et c'était aussi vraiment dans le délai très court. Je pense autour de la fibre maintenant. La fibre, comme j'ai dit, on a un vrai intérêt stratégique d'investir dans la fibre parce que nous dépensons 1 milliard d'euros chaque année à France Télécom pour louer les réseaux cuivre. Et dans cette démarche-là, on a déployé déjà dans les zones très denses notre réseau fibre. Et dans notre stratégie, être vraiment divisé dans 3 segments. Le premier segment, c'est les zones très denses. Là, le régulateur a décidé, il y a une concurrence des infrastructures, et les zones très denses, c'est jusqu'à 6 millions de foyers. Après, il y a une deuxième zone, c'est les zones moins denses, 11 millions de foyers de plus, qui est aussi... Là, on a décidé avec France Télécom, les opérateurs, d'investir dans le réseau, mais dans la durée. Et après, il y a les zones vraiment moins denses, c'est-à-dire 17 millions de foyers jusqu'à 24 millions de foyers. Là, on a besoin de trouver les idées, aussi les technologies très différentes.
C'était aussi autour de la question quelle technologie est adaptée. En tout cas, ce n'est pas les réseaux qui sont profitables pour un opérateur, même s'il y a un seul opérateur qui est là. Et là, il y a différentes technologies visibles. Je commence avec le 4G, le LTE. C'est une solution qui est visée dans le son rural par les opérateurs, par exemple en Allemagne, qui fait les tests autour de ça. Après, on a aussi les technologies satellites. Nous-mêmes, on propose sur toute la France la ADSL, un complément avec satellite pour avoir le triple play. Et troisième élément, c'est vraiment autour du réseau cuivre qui existe, le montée en débit. Je pense qu'il y a 3 axes à regarder et même faire les investissements dans la fibre, mais là, avec aussi les moyens publics qui sont nécessaires pour faire ces investissements-là, parce qu'il n'y a pas un retour économique autour de cette démarche. Je pense autour de la fibre, c'est un peu tout. La question était aussi quel est l'impact économique pour SFR, pour nos MVNO. Bien sûr, avec les baisses de prix de Free, il y a un impact économique qui est là, mais c'est trop tôt à dire quel est le vrai impact pour SFR. On n'a pas encore suffisamment le recul. Bien sûr, on a les clients qui demandent de changer l'opérateur, mais aussi on a réagi avec nos offres. On était déjà dans une démarche de segmentation de nos tarifs. On a une fois les offres RED qui sont juste sur Internet avec les services sur Internet et en parallèle les offres carrées. Dans notre démarche des offres carrées, c'est les offres cœur étaient aussi de proposer vraiment la transparence à nos clients. Ils sont les offres qui sont sans engagement, 12 engagements, 24 mois des engagements. C'est vraiment au client à choisir avec au son mobile. Et en plus, on a ajouté aussi après 24 mois, puis au moins il y a un client qui a pris 24 mois, il bascule automatiquement sur le tarif qui est de plus bas, s'il ne reprend pas un mobile par exemple. Dans cette démarche-là, je pense que c'est déjà pas mal de transparence en segmentation des marchés. Mais bien sûr, avec les offres à 0,2 € ou 19,99 €, on n'a pas pensé à ça. On a été bien aussi forcé à réagir. Pour ces offres-là, c'est la grande question pour nous, s'ils sont pérennes. Honnêtement, j'ai été étonné par l'agressivité des Free sur cette offre-là, parce qu'on a vu les innovations tarifaires qui étaient vendre le réseau de France Télécom Orange moins cher, mais pas l'innovation technique, ni les femtocell, ni les services, rien n'était fait autour de l'innovation, c'était vraiment tarifaire. Et c'est pour ça aussi le tarif, le contrat avec Orange est très important. Si le contrat avec Orange, qu'on ne connaît pas, ne permet pas de faire les offres à ce tarif-là, bien sûr, ils ne sont pas pérennes. Et c'est la question après, qu'est-ce qui se passe après? Et là, on a quelques indicateurs pour ils ne sont pas pérennes, mais c'est difficile pour moi à juger, parce que Free demande un tarif TA SMS asymétrique, qui est terminalisation des appels asymétriques, qui est assez lourd. Parce que la terminalisation des appels aujourd'hui pour les opérateurs réglés, Orange, SFR, Bouygues Telecom, sont à 1,5 centimes et Free demande 2,85. Quel est le problème avec ça, avec cette différence-là qui est énorme, presque 100%, il y a une subvention artificielle des offres de Free. Et là, c'est déjà, je pense, Stéphane Richard qui a cité ça, ça fait entre 7 et 10 € par client mobile. Si on prend le nombre moyen de SMS envoyés aujourd'hui, c'est autour de 600-700 SMS par mois. Et c'est encore plus inacceptable parce que si on regarde Bouygues Telecom, qui n'a jamais eu une différenciation de TA-SMS, l'opérateur qui a investi dans le réseau, que 20%. C'est-à-dire, là, vraiment, il y a un écart très très fort et très lourd qui est inacceptable pour nous. Et un deuxième point d'étonnement, c'est aussi si on regarde les offres de gros, c'est-à-dire les offres de gros de Free qui étaient faites pour les opérateurs virtuels. Si on fait les calculs, une offre qui coûte pour le consommant final chez Free 19,99,
ça coûte un opérateur virtuel, en gros, 75 €. Parce que c'est coût plus. Free, mes coûts plus, c'est 75 € pour les opérateurs de gros, mais un client final, c'est 19,99 €. Là aussi, c'est une question pour moi, c'est vraiment si ces offres-là sont dans la durée, c'est une question clé à aborder. Je pense que c'est juste une question de transparence, comme je dis, qu'est-ce qu'on demande à un opérateur autour du réseau, construire un réseau ou pas. Deuxième, qu'est-ce qu'on demande aussi autour de la pérennité des offres. En tout cas, je n'arrive pas à faire un réseau à 2 € par mois. Je ne fais pas construire ça. Même je ne finance pas les fréquences 4G à 2 € par mois. C'est impossible pour moi. Et là, je pense que c'est aussi la transparence qui en demande. Qu'est-ce que sont les jeux en France pour construire les réseaux en qualité, avec la couverture qui est énorme, 98%. Si on regarde par exemple en Allemagne, en Italie, en France, la densité de la population 2 fois moins que aux autres pays européens. C'est-à-dire, nos investissements, juste SFR, on a investi dans 18 000 sites. C'est énorme et c'est un élément qui n'est pas fini. Et c'est aussi la question autour des zones blanches qui nous paraît aussi très important. Bien sûr, on fait tout pour faire plus la couverture. Juste, on a ajouté 3500 sites 2011 chez SFR en 2011 pour faire plus la 3G. Mais le problème en France, il reste encore le fameux 2%. C'est avec ça on a pris un engagement avec les opérateurs pour avoir un réseau partagé. Et je pense qu'on fait tout pour tout remplir. On fait encore plus. Je suis d'accord avec vous. Un réseau, c'est clé. On veut vraiment nos clients à la couverture surtout. Le seul problème, c'est toujours la question un réseau mobile partagé n'a pas la même qualité si un réseau en concurrence. Parce que là, vous avez toujours les mêmes services. Une fois c'est partagé, c'est aussi le problème, c'est pas le problème en son revanche, vous avez toujours les mêmes services pour tous les opérateurs. Et je pense que c'est vraiment les dégradations. C'est pourquoi on a un vrai intérêt d'investir au maximum nous-mêmes. Mais c'est un vrai débat à quel moment on arrête et on fait ça ensemble parce que c'est pas du tout envisagé par nous. Et ça montre bien aussi pour les fréquences 4G, on a pris les engagements aussi très forts autour de la couverture, qui est vraiment même la priorité, fait la couverture dans les zones ce qui s'appelle prioritaire. La question autour de ça, c'est aussi Bouygues Telecom. Vous avez dit c'est l'opérateur qui est le plus fragile. Je ne sais pas. On va voir ça dans la presse et tout ça. Mais bien sûr, on a eu une démarche aussi pragmatique de partager le réseau. On a fait ça déjà autour de la fibre, aussi avec Bouygues Telecom. On a signé un contrat avec Bouygues Telecom pour partager nos investissements dans la fibre, dans les zones très denses aussi. Bien sûr, pour nous, c'est important aussi de faire ça. Et on va vraiment continuer dans cette démarche-là avec Bouygues Telecom, mais bien sûr aussi avec les autres opérateurs. Autour des mobiles, nous sommes toujours en contact avec tous les opérateurs. Par exemple, si on regarde les sites actuels, on partage déjà les sites avec Orange et aussi Bouygues Telecom. Il y a des milliers de sites qui sont déjà actuellement partagés. Juste aussi un signal pour les opérateurs Free qui a dit je n'ai pas les sites de SFR, par exemple, comme je n'ai pas accès à ça. On a proposé à Free 1800 de nos propres sites. C'est tous nos sites qui sont nous à propre. On a beaucoup de sites qui sont loués. Là, on n'a pas proposé ça parce que ce n'est pas nous qui décideurs, mais c'est notre propre site. On a proposé 1800 sites. Et aujourd'hui, Free regarde 128. Et on a signé 3. C'est-à-dire 3. C'est juste factuel. Après, ils signent encore plus, mais c'est aussi la réalité. Vu de notre obligation, on n'a rien bloqué. On a proposé notre 1800 sites. Ils sont signés 3. C'est le fait actuel. C'est pour ça que je reviens une fois aussi la question quelle obligation l'opérateur pour déployer un vrai réseau? Qu'est-ce qu'il est obligé à faire? Et évidemment, je répète ça, c'était votre question. J'ai vu ça c'est un peu aidé par l'opérateur historique. Peut-être que ce n'était pas son objectif, mais le constat est fait.
Oui, on change un peu les thèmes autour. C'était la question, mais c'est difficile pour faire toute la liste là, sociale chez SFR. On a une vraie politique relations sociales chez nous. Une fois, parce que c'est une société qui reste assez jeune, nos collaborateurs âge moyen sont 38%, on a 38 ans, voilà, 38 ans. Il y a 49% de femmes et 51% de hommes qui sont là. Mais pourquoi on a fait ça? C'était la question apprentissage, par exemple. Et là, c'est un peu lié aussi parce que je suis allemand et l'apprenti, c'est une démarche très positive, je trouve ça en Allemagne. Et on a pris ça proactif parce que c'est très important pour notre avenir. Et aujourd'hui, 5% de nos collaborateurs sont des apprentis. C'est une démarche qui est très importante, on ne lâche jamais, même il y a quelquefois aussi les impacts économiques. Là, c'est une démarche qui est très importante pour nous, aussi dans la durée. Et c'est tous les engagements qu'il y a fait aussi autour de notre fondation et tout ça, c'est dans la durée. Et toujours une démarche aussi, pas juste donner l'argent, pour nous, c'est aussi avoir les collaborateurs engagés. Et là, par exemple, on a créé aussi Passeport Télécom il y a quelques années, aussi pour accompagner les jeunes, faire les études et avancer. Ça, je pense que c'est une démarche pour nous actuelle. Et là, on n'entend pas toujours les lois, qui sont aussi importantes. On veut toujours respecter, je pense, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives privées qui sont importantes pour avancer. Un élément aussi, c'était la question de l'adresse IP, un peu technique, mais aussi important. Là, on a bien vu ça, bien sûr, on fait tout pour protéger les adresses IP. Aujourd'hui, on a une démarche, on propose déjà à nos clients ADSL les nouveaux adresses IP, IPv6. On fait ça aux entreprises, c'est leur choix à décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et pour le mobile, c'est prévu pour 2014. Le problème, c'est aussi là. Aujourd'hui, il n'y a pas trop les terminaux qui sont capables de gérer les IPv6. C'est juste une question d'avoir les terminaux au bon moment aussi pour avoir proposé ce type d'adresse IP. Je reviens un peu sur la fibre, c'est la question aussi autour de la loi de très haut débit qui vous avez proposée au début, Monsieur le Président. Là, comme on dit, on a une politique active d'investissement dans le très haut débit, dans la fibre. On a signé un contrat qui est vraiment avec France Télécom, Orange, pour investir dans le sombre dense. Qui est accompagné bien sûr par les autorités, par le commissaire général à l'investissement et autorités de la concurrence, qui était très important pour nous. On a pris les engagements. Nous sommes maintenant en contact avec les différentes collectivités pour vraiment négocier avec eux quelle est la vitesse de déploiement, à quel moment on déploie à quel endroit. C'est une démarche qui sont déjà en négo concrète avec vous avez Lyon, Lille et le Loiret pour avancer ça. Vraiment, c'est une démarche pour nous qui est importante dans ces cas-là. Pourquoi c'est important? C'est SFR qui devient opérateur principal des réseaux. Dans cette démarche-là, c'est une démarche stratégique dans la durée qui est très importante pour nous. Il y a pas mal de débats aussi des engagements. Si on prend les engagements, bien sûr, on veut respecter ça. L'élément qui est un peu nouveau pour nous, d'avoir en plus les pénalités. Là, je dis clairement, c'est trop pour nous. Je pense déjà à l'engagement de faire une couverture de 17 millions de foyers en fibre avec l'argent privé. C'est unique en Europe. On ne trouve pas ça aux autres pays européens. Et après, demander en plus les pénalités, pour nous, c'est le risque économique est trop élevé pour ça. Parce que bien sûr, on veut toujours respecter, c'est nos ADN, nos engagements, mais les pénalités en plus, déjà avec un retour d'investissement qui est très très long. On n'a jamais fait les investissements dans la durée comme ça. Et même dans la 4G, c'est plus court que ça. Je pense que c'est économiquement trop compliqué, trop risqué pour nous. Je regarde juste le...
Oh oui, on a dit, je suis obligé d'être court, peut-être j'ai été trop court là. Ah, oui. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles il n'y a pas eu de réponse? Lionel? Oui, on va y revenir. Non, mais ça tombe bien, on a... Attends, on a encore un tout petit peu d'avance. Bon, pour alimenter, non, mais juste pour alimenter nos débats avec l'ARCEP la semaine prochaine, parce qu'on a quand même des questions importantes, et notamment sur l'accord commercial d'itinérance nationale 2G, 3G entre Orange et Free. Est-ce que vous, là c'est de la bombe atomique, est-ce que vous seriez pour une dénonciation de cet accord d'itinérance, au moins sur le trafic data, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que par rapport aux engagements de Free, qui en propre, comme vous l'avez dit, en tant qu'opérateur de réseau, devait couvrir en propre 27% du territoire. Aujourd'hui, a priori, il y a 97% du trafic de Free qui transite par le réseau Orange parce qu'ils n'ont pas mis en place, un réseau fibre 100%. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? On voit qu'aujourd'hui, ça provoque des incidents graves de réseau sur le réseau d'Orange. Parce qu'effectivement, sur les 1,5 million d'abonnés déclarés de Free ou supposés, les 2/3 sont en forfait limité. Donc, comment vous voyez tout ça? Parce que là, on a des vraies questions à poser à l'ARCEP la semaine prochaine. Donc voilà, j'en profite comme vous êtes là pour nous dire un petit peu si vous étiez à la place d'Orange. Alors, au-delà du fait qu'ils vont se mettre d'accord sûrement pour facturer des frais supplémentaires de dépassement de capacité, mais au-delà de ça, il y a une vraie question pour le gendarme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Enfin bon, il y a un vrai sujet, quoi. Donc, quel est l'avis des SFR à ce sujet? Chers collègues. Jean. Oui, attendez. Ben, c'est parce qu'on termine après. Jean, rapidement, mais il y a des questions. Les questions sur les marges, les questions que vous jugez auxquelles il n'a pas été répondu, je vous repasse la parole après. Très rapide. Hein, juste une petite question. Pourquoi, Monsieur le Président, SFR n'a pas d'offre commerciale en Île-de-France sur les immeubles qui sont déjà fibrés? C'est une question qui vous avez en boucle sur le réseau Twitter aujourd'hui. Voilà. Île-de-France, pas d'offre commerciale SFR sur la fibre. Corinne Herel, Frédéric Massa, il y a des questions qui n'ont pas été... Voilà, précisez-le. Rapidement, dans les questions que j'avais posées, toujours sur le contrat d'itinérance, sur la question, est-ce que ça vous paraît être un argument plausible ou pas sur le paramétrage du réseau? Est-ce qu'il devrait être plus normé? Ou est-ce que l'amplitude qui est possible pour un opérateur de faire sur le paramétrage d'un réseau, est-ce que ça peut être une des explications à votre avis ou pas du tout? Et est-ce que l'ARCEP devrait, dans ces cas-là, être plus vigilante sur ce point-là? Voilà, Frédéric. Oui, merci. Les marges, tout à l'heure je vous ai dit que certains opérateurs nous annonçaient 35% de marge. Nous, jusqu'à ce jour, on n'a pas votre réponse. Et les consommateurs, l'UFC Que Choisir vous a mis en demeure par rapport à un certain nombre de problèmes, notamment de clauses abusives. Quelle va être votre réponse? Merci. Voilà. Donc, Monsieur le Président, vous terminez maintenant pour les réponses. Ben oui, mais on va pas engager le débat. Mais oui, il y a 4 questions que j'ai posées, j'ai aucune réponse. Donc, je suis désolé. Donc, c'est très bien de globaliser les réponses comme ça. Mais quand on pose des questions précises, on aimerait de temps en temps avoir des questions précises. Attendez, la philosophie, c'est une chose, mais à un certain moment, j'ai demandé où vous en étiez de la simplification des contrats, Monsieur le Président. J'ai parlé de la maintenance de vos réseaux qui laisse à désirer et qui laisse les territoires sans couverture pendant des jours et des jours, voire des semaines, sans que les clients soient avertis. J'ai évoqué le problème de votre initiative, parce que la Fondation SFR, c'est bien, mais votre initiative en matière d'aménagement des territoires et de couverture haut débit. Et j'ai posé une question un petit peu plus technique sur le paramétrage éventuel des mobiles par les opérateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou c'est une idée complètement farfelue? Voilà, merci, Monsieur le Président. C'est pas compliqué. On termine par vos réponses. Oui, la question qui était vraiment les contrats itinérance avec Orange France Télécom, je pense, ou la question aussi qu'il est autour de la ACEP, qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on demande vraiment, c'est la transparence. C'est la seule chose qu'on veut, parce que les contrats avec France Télécom, c'est un contrat commercial. Et c'est chaque opérateur, c'était pas enforcé entre guillemets par la ACEP. C'est Orange France Télécom qui a décidé eux-mêmes de faire ce contrat-là.
Après, c'est une question, qu'est-ce qui est dedans? Là, c'était votre question, je ne sais pas. Bien sûr, dans un contrat, normalement, c'est bien de faire les bonnes prévisions aussi autour du trafic et aussi protéger le propre réseau. Je pense que c'est un élément qui est clé, vraiment assigner, être sûr le propre réseau n'est pas touché par un opérateur tiers. Et je pense que le démarche qui est là entre nous tous opérateurs, un réseau c'est plus que juste un réseau, c'est un élément aussi de sécurité et tout ça. Et on a les règles d'art qui sont définies, on respecte ça toujours. Et je pense que ça c'est autour de la transparence, vraiment à trouver qu'est-ce qui est respecté et n'était pas respecté. Mais si quelqu'un signe un contrat commercial, c'est signé. La question pour nous clé vraiment autour, comme je dis, autour de la couverture, quelle est vraiment la vraie couverture, qu'est-ce qu'on constate comme couverture, qu'est-ce qu'on veut, une couverture en complément et en supplément. C'est les questions clés pour nous, aussi pour nos investissements dans l'avenir. Autour des marges, là, on a un EBIT qui est autour de 20%, qui inclut bien sûr les amortissements autour du réseau qui sont forts. Et c'est communiqué aussi dans les semaines qui viennent. C'est pourquoi je suis un peu squazonné, parce que le 1er mars, Vivendi va communiquer les résultats financiers des SFR. Je suis un peu en quiet period. Je n'ai pas le droit de dire le sujet d'actualité. Quiet period, je ne sais pas le mot en fond. Sur la question concrète, là, bien sûr, c'est à nous à simplifier les offres aussi, tous nos contrats, tout ça, on fait ça. C'était toujours, quelquefois, je suis aussi d'accord. Mais c'est dans l'histoire, il y a plus en plus les services qui sont ajoutés. Maintenant, c'est vraiment le moment à simplifier. On fait ça même proactif, on a fait ça avec nos offres, on va faire ça aussi avec nos conditions générales pour avoir plus de transparence, aussi dans nos brochures, pour éviter tout l'astérix qui prend une demi-page. C'est vraiment un démarche. Je suis d'accord, nous ne sommes pas toujours parfaits, mais c'est vraiment une démarche stratégique pour nous simplifier ça. Et on n'a pas fait ça juste pour tout compliquer, c'est juste avec la croissance des services qui est énorme. On a toujours ajouté les nouveaux services, la télévision sur le mobile, tous les services, ça, avec ça, mais non, on a trop de conditions, c'est à nous à simplifier pour mieux gérer ça. Maintenance réseau, il y a quelquefois le cas, il n'y a pas les sites qui sont allumés, mais vraiment, je suis sûr, on regarde ça très très proche chaque jour. Il y a les cas aussi avec les incendies, avec les tempêtes, où ça arrive. Aussi, c'est déjà arrivé, un site spécifique n'était pas allumé, on n'a pas vu ça. On fait tout pour éviter ça avec nos mainteneurs, et je pense que c'est une démarche pour nous, avoir toujours un réseau de la bonne qualité. On a 18 000 sites, ça arrive, c'est pas bien. Je ne vais pas en dire c'est bien, mais aussi ça arrive, mais on fait tout pour éviter ça avec tous les atouts, avec nos maintenances. Honnêtement, il y a une vraie fierté de nos collaborateurs autour de la qualité réseau. On était 6 fois premiers dans le test de ACEP, aussi dans la démarche transparence, et nos collaborateurs sont très très fiers de ça. On fait tout pour ça, mais c'est pas dit, il n'y a pas l'accident sur le réseau qui n'est pas vu pour nous, mais on fait tout avec nos collaborateurs. C'est notre métier. C'est notre métier, ça reste un métier. Il y avait cette question programmer, madame avait posé, monsieur aussi, programmer les SIM, le réseau pour les mesures de couverture. Non, c'est difficile avec les SIM pour la couverture, pour programmer le mobile, parce que si on fait les tests aujourd'hui, les cartes des SIM de Free sont ouvertes à tous les deux réseaux. C'est juste Free même qui est capable de bloquer un réseau. C'est dans le... On ne sait pas s'ils le font. On ne sait pas. Mais c'est à la ACEP de prendre... C'est pas nous c'est à la ACEP à décider. Mais c'est la question supplément-complément. Au moment où on dit un réseau, c'est un supplément, c'est acceptable. Hein? Un réseau d'Orange, on laisse ouvrir les deux réseaux. C'est vraiment un complément. On regarde bien si un réseau est cité comme ouvert et en marche, c'est juste pour ce réseau-là. On ne teste pas les deux réseaux. Mais c'est un débat qui est important aussi pour l'avenir. C'est aussi pour nous. Si on dit, OK, tout est en supplément, c'est différent qu'en complément. Je pense que même si c'est un peu théorique, mais c'est important pour l'avenir, pour nos investissements. Une question sur
Ah oui, on va passer les messages. Là, si c'est sur le tweet, je regarde les tweets. Là, il était plus rapide que moi ce matin. Mais bien sûr, c'est notre intérêt d'avoir les offres commerciales en contraire. Dans le centre dense, on a investi déjà 400 à 500 millions d'euros les dernières années, faire des offres commerciales très rapides pour avoir le maximum de clients sur notre réseau. Aujourd'hui, on a 100 000 clients fibre sur notre réseau. Notre objectif est bien sûr plus ambitieux. Mais là, je suis sûr que ça va arriver. Avec la fibre, c'est un peu comme la 3G à l'époque, sur le mobile. Il y a 6 ans, il y a pas mal de clients aussi. Tous les débats, pourquoi on a besoin de 3G? Ça ne marche pas, il n'y a pas vraiment besoin pour ça. Aujourd'hui, sans réseau 3G, avec les smartphones, vous n'êtes pas un vrai opérateur. Et ça va être le même sujet avec la fibre, avec le débit, tous les services qui viennent de la télévision connectée. Il y a un vrai besoin de fibre dans les années qui viennent. Et c'est à nous de préparer maintenant l'avenir. Oui, c'est la question TVA sociale. Vraiment, c'est une question qui est importante parce que là, on a une loi qui est très spécifique pour la télécommunication, qui dit au moment où il y a un TVA qui vient sur un opérateur et on monte les tarifs autour de ça, parce qu'on n'absorbe pas les tarifs, le parc est libéré. Et là, je pense que c'est un déséquilibre aussi, c'est-à-dire dans ces cas-là, presque nous sommes forcés d'absorber toute l'augmentation de TVA, même si c'est un impact chiffre d'affaires qui est énorme. Si c'est 2%, 5%, c'est un impact qui est énorme, parce que sinon, tout le parc est libéré, c'est-à-dire aussi un mobile qui était subventionné, je prends l'exemple, en décembre, à 400 €, les clients est libéré un mois après, si on monte le TVA. Oui, et là, c'est libéré automatiquement. On trouve ça un peu injuste. S'il est libéré autour le service, peut-être, mais être encore libéré autour le mobile qui était vraiment subventionné par nous. Évidemment, les subventions mobiles, quelquefois c'est une critique ou tout ça, mais ça a aidé aussi de faire pénétrer les marchés mobiles en France. Si on a une pénétration de smartphones à 40% en France, contre 20% en Italie, c'est grâce à ça. Parce que qui achète un mobile à 720 €? Après, on dit crédit, on sont créatifs, on met même les crédits à 36 mois, mais le crédit reste crédit. Même c'est pire. C'est-à-dire, la subvention, c'est un client a décidé qu'est-ce qu'il veut, mais c'est notre démarche. Au moment où c'était subventionné à 400 € quelquefois, ça coûte très très cher pour nous si le mois après il est libéré. Et c'est un peu l'injustice qui en va autour de TVA, aussi TVA sociale. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ça va? Vous avez Alfred? Les réponses, c'est bon? Non, je n'ai pas eu la réponse sur la démarche aménagement du territoire de SFR en direction des petites collectivités. Je disais, la fondation SFR, c'est bien, sur des sujets philosophiques, mais l'aménagement du territoire pour ceux de nos cantons qui sont très ruraux, c'est pas mal non plus. Oui, juste, je pense SFR a une démarche pas juste théorique, stratégique, même stratégique autour du management des territoires avec le DSP. Nous sommes acteurs majeurs avec le... Mais le DSP, on a déjà 20 DSP avec eux on a investi, mais c'est beaucoup, c'est énorme. Après, c'est aussi à discuter. Je suis toujours ouvert de faire plus, mais on a besoin de faire ça ensemble avec le pouvoir public. Juste pour finir, oui. C'est pour ça qu'on a proposé à l'époque la France Fibre. Oui. On a dit la France Fibre, c'est la meilleure solution pour la France, parce que c'est clair qui investent, quelle couverture, avec quel montant, chacun de montrer l'argent dedans. Et après, c'est avec des beautés, tout ça, à discuter si on a fait une couverture finale de 90%, qu'est-ce qu'on fait après? Mais tout était clair, ouvert aussi pour tous. Je reste encore convaincu, la France Fibre, c'était la bonne solution pour la France. Même on a une solution maintenant qui est un peu hybride, mais ce n'est pas les mêmes puissances que France Fibre, et aussi pour avoir les collectivités locales avec Co-Invest et tout ça. Je pense, vu de nous, la France Fibre est ouverte à tous. Chacun qui veut contribuer a le droit de contribuer et faire les investissements. Et on n'a pas cherché aussi la majorité dans cette société-là. Bien, Monsieur le Président, merci beaucoup.
Pas un exercice facile quand il y a 25 questions. Ah oui, Avec des sous-questions. Voilà, donc merci beaucoup. Vous avez vu l'intérêt de nos collègues, de toute la commission, pour toutes ces questions qui sont d'actualité. Donc merci d'avoir bien voulu vous déplacer dans cette commission. Merci le Président, merci à tous. Merci. Bonne journée.